Bonjour à tous. Bienvenue dans ce 14e webinaire organisé par Second Souffle. Pour ceux que vous ne connaissez pas, pour ceux qui ne connaissent pas Second Souffle, Second Souffle existe depuis 2010 et accompagne les entrepreneurs en rebond post-liquidation avant ou après la cessation de leur activité. Alors, on accompagne les entrepreneurs en difficulté à la recherche d'un second souffle pour rebondir avec son entreprise et également les salariés désireux de créer leur propre activité pour rebondir professionnellement. Plusieurs événements toute l'année, dont les webinars que nous organisons depuis le début de la crise de la Covid. Voilà. Je vous rappelle que sur cette plateforme Livestorm, vous pouvez donc poser vos questions et chatter entre vous. Donc le chat et les questions, les deux onglets en haut. Posez votre question, vous avez le bouton tout en bas. Et vous pouvez voter aux questions des autres participants. Et plus il y a de votes, plus on aura de chance de faire passer la question pour y répondre. Attention, si vous recliquez une deuxième fois, vous annulez votre vote. Et si vous avez des soucis de vidéo, c'est en bas. C'est en haut. C'est en haut, c'est en haut. Bon, ça sent les vacances. Alors, le formidable, le plus beau Nicolas Doucerin est avec nous, comme d'habitude, toutes les semaines. Bonjour Nicolas, et qui a réussi à résoudre ces petits problèmes techniques. C'est pour ça que nous sommes en retard. Oui, alors exactement, un petit peu de retard. Bonjour William, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, petit problème technique et à technologie, on ne sait pas trop. Mais voilà, c'est résolu et normalement, tout le monde me voit, tout le monde peut m'écouter et ça va être un plaisir de partager cet avant-dernier webinar avant, écoutez, des vacances bien méritées. Alors, on a souhaité, vous avez été très nombreux à évoquer ce sujet, c'est parler évidemment de l'activité économique, puisque nous sommes tous dans des situations j'allais dire différentes, suivant le secteur d'activité, suivant les régions où nous trouvons, suivant la taille des entreprises. Depuis la période de déconfinement pour un grand nombre d'entreprises, c'est vrai qu'aujourd'hui, les dispositifs mis en place par l'État sont en train de s'ajuster, de s'adapter. Et on va dire nous sommes aujourd'hui encore tous en pleine tempête. Alors, les sons de cloche sont très différents des acteurs. Certains sont en train de reprendre avec énormément de vigueur une activité économique extrêmement importante parce que les consommateurs étaient dans les starting blocks, parce que finalement l'épargne des Français a considérablement augmenté pendant les 2 mois et demi. C'est vrai que on n'a pas l'occasion de consommer. Et comme il y a eu des dispositifs extrêmement importants, notamment la mise en place du chômage partiel qui permettait de rémunérer jusqu'à 100% du salaire net un grand nombre de salariés. Comme de l'autre côté, on pouvait plus sortir, plus d'activités sportives payantes, plus de cinéma, plus de restaurants pour ceux qui pouvaient se l'offrir, plus de voitures, plus d'essence. C'est sûr que les comptes en banque ont fortement augmenté. Vous l'avez vu comme moi, de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Et donc, avec la période de déconfinement, on est sur une reprise plutôt active, encore une fois, dans certains secteurs d'activité. Malheureusement, il y a aussi énormément d'entreprises qui souffrent, toutes celles qui étaient fragiles. Je pense particulièrement aux TPE et aux PME qui avaient une santé fragile, avec une situation finalement financière, avec peu de trésorerie et des marges extrêmement réduites. Et c'est vrai que cette période-là est très compliquée. Le sujet d'actualité, évidemment, du jour, j'allais dire du moment et de l'instant, c'est évidemment la démission d'Édouard Philippe et qui s'est suivie par la nomination de notre nouveau Premier ministre. Je suis un peu embêté parce que c'est Jean Castex, de mémoire, qui doit avoir 55 ans. Et son secrétaire de cabinet, Charles Spontex. Oui, c'est ça. Bon, allez. On aime tes interventions intempestives, mon cher William, et toujours avec d'une grande finesse, tu as raison. Mais voilà, on a un nouveau Premier ministre, qui dit nouveau Premier ministre, dit nouveau gouvernement, et donc un certain nombre de dispositions vont être prises avec vraisemblablement pas mal d'évolutions pour nous, entrepreneurs. On va s'attacher à la dernière intervention du chef de l'État,
notamment dans la PQR, dans la presse régionale, où évidemment, comme je vous l'avais dit depuis de nombreux mois, il faut quand même s'attendre à une crise économique majeure, de grande ampleur, et elle va être longue, elle risque d'être très virulente, et on risque d'avoir une rentrée, un dernier quadrimestre et un premier semestre 2021 extrêmement mouvementé. Alors l'idée, c'est pas de sombrer dans le pessimisme, hein, c'est au contraire d'avoir cette lucidité de voir, j'allais dire, ce tsunami finalement arriver sur nous. Et j'aimerais qu'on revienne sur, encore une fois, vous me connaissez depuis beaucoup de temps maintenant, mais revenir sur des mesures simples, pragmatiques, que l'on peut mettre en place pour permettre à vos entreprises de résister et ensuite de préparer cette phase de rebond. Dans les mesures gouvernementales, il faut revoir la première d'entre elles qui est extrêmement importante, c'est évidemment les mesures de chômage partiel. Là-dessus, j'aimerais y revenir parce que c'est un dispositif exceptionnel, extrêmement simple, qui a été mis en place par le gouvernement. Et là-dessus, il faut saluer cette action-là. Mais attention, les amis, parce que le dispositif s'adapte, les règles vont changer, ont changé, excusez-moi, depuis le 1er juillet, avec de nouveaux dispositifs. On a en gros un chômage partiel aujourd'hui qui va être un peu moins remboursé, hein, puisque je vous rappelle que durant la période de confinement, les salariés récupéraient 100% de leur salaire net, donc il y avait zéro impact au niveau de la rémunération. Depuis le 1er juillet, pour le dispositif général, la rémunération tombera à 72% du salaire net et les entreprises, le reste à charge pour les entreprises est à 40%, alors qu'il était à 100% durant la période de confinement. Donc, c'est beaucoup plus coûteux quand même au niveau de nos entreprises. Il y a une aide de l'État qui est importante, mais ça reste quand même beaucoup plus coûteux. Et au niveau des salariés, la baisse est quand même sensible puisqu'il passe de 100 à 72%. Bon, voilà, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément qui est extrêmement important, c'est qu'on a créé, donc le gouvernement a créé un nouveau dispositif qui s'appelle l'APLD, qui est l'activité partielle de longue durée. Je suis assez sceptique sur ce dispositif, personnellement, mais on va quand même le décrire. C'est pour toutes les activités qui sont lourdement impactées. C'est pouvoir mettre au chômage partiel sur une longue durée, qui peut aller de mémoire jusqu'à 2 ans au total, une partie de vos collaborateurs sur une branche, une activité spécifique. L'idée derrière est d'éviter de licencier et de faire monter de manière extrêmement importante, finalement, les statistiques du chômage. Bon. Et de mettre en place, durant cette longue période de chômage partiel, des dispositifs de formation qui pourront être remboursés jusqu'à 80%. Donc, en gros, c'est essayer de maintenir l'emploi et permettre à des salariés de patienter durant une phase donnée pour être réintégrés et éviter que le savoir-faire puisse aller ailleurs dans les entreprises. Ça n'empêche que durant cette période, on va se retrouver avec des salariés qui peuvent se retrouver très rapidement déconnectés du monde de l'entreprise, perdre le rythme, perdre la confiance, parce que ce n'est pas parce que vous êtes indemnisé que vous vous portez forcément bien. Donc derrière, il y a un aspect psychologique qui est extrêmement important et le dispositif qui est nouveau méritera en tout cas d'être extrêmement suivi pour celles et ceux qui souhaitent justement l'utiliser. Autre élément important au niveau du chômage partiel, je le dis parce qu'on commence, le gouvernement a lancé toute une série de contrôles. J'y suis personnellement d'ailleurs extrêmement favorable à partir du moment où il n'y a pas de suspicion directe, mais sachez qu'il y a malheureusement énormément d'abus sur le chômage partiel encore. Et j'aimerais juste rappeler la règle et l'esprit de responsabilité qu'on se doit d'avoir en tant que citoyen. Ça n'est pas parce que l'État met en place des dispositifs très avantageux qu'il faut considérer que c'est un dû et que tout le monde peut aller puiser et utiliser parfois ces dispositifs de manière frauduleuse. Je m'explique. Le chômage partiel, d'abord, c'est pas forcément sur la durée totale. On peut mettre quelqu'un en chômage partiel, les faire passer au 4/5e temps, 3/5e. Ça peut être un chômage partiel, on va dire, total, lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'activité. Mais ça n'est pas parce qu'on peut disposer rapidement et simplement de ce dispositif qu'il faut en abuser. Il y a aujourd'hui de nombreux contrôles qui sont menés par la Directe, aujourd'hui,
avec des abus, c'est-à-dire des salariés qui n'ont jamais été salariés, qui ont été déclarés comme tels et qui derrière, ces entreprises ont bénéficié justement de ces aides. Mais le principal risque que l'on mesure aujourd'hui, ce sont des salariés qui ont été mis en chômage partiel à leur insu, qui en fait ont continué de travailler et notamment en télétravail, et dont les employeurs ont bénéficié des aides intégrales du chômage partiel. Bien évidemment, c'est strictement interdit. 2, je suis désolé de le dire, mais c'est scandaleux. Voilà. On ne peut pas restaurer l'image des chefs d'entreprise avec des gens qui fraudent volontairement. Là-dessus, je suis personnellement intransigeant. Je suis pour sanctionner lourdement les fraudeurs parce que c'est tout notre système, c'est la mutualisation de notre système et qui fait que des dispositifs comme ça existent par une minorité qui fraude ce système. C'est comme ça qu'on finira par le perdre et donc condamner des milliers, des dizaines de milliers d'entrepreneurs pour cette crise-là ou la prochaine crise de demain. Voilà. Donc, j'insiste bien là-dessus et je rappelle quand même une chose qui me semble extrêmement importante. Je rappelle qu'en cas de contrôle, il y a 2 risques que les employeurs ont pour ceux qui ont choisi et qui ont opté pour frauder l'État. Il y a 2 risques majeurs. Le premier risque, c'est de se faire contrôler et je peux vous dire qu'ils peuvent revenir évidemment a posteriori et que je rappelle que les sanctions sont de l'ordre de 2 ans de prison pour le dirigeant, le mandataire social, 30 000 € d'amende, plus le remboursement intégral de toutes les sommes qui ont été prêtées par l'État français. Donc les sanctions peuvent être très lourdes, pénalement et bien évidemment financièrement pour ces entreprises. Et n'oubliez jamais qu'il y a un deuxième risque, c'est lorsque je vois notamment dans la presse et lors de rencontres qu'un certain nombre d'entrepreneurs qui ont choisi de frauder l'ont fait à l'insu de leurs salariés. Si un jour ces mêmes fraudeurs sont amenés à mettre en place du licenciement économique ou licencier des salariés et que ces derniers ont appris que leur employeur a bénéficié du chômage partiel alors que durant la même période, ils travaillaient, c'est un risque de retour de flamme extrêmement important, d'abord au Conseil des prud'hommes, et qui, évidemment, remontera à la directe avec les sanctions que j'ai préconisées tout à l'heure. Donc, attention, mes amis, prévenez que tous ceux qui fraudent, c'est particulièrement dangereux et extrêmement risqué. Ça va contre l'intérêt général de notre économie, de la communauté des entrepreneurs pour les prochaines crises. C'est comme ça qu'on prend un certain nombre de sanctions et finalement, on sera tous pénalisés. Et c'est à nous d'être extrêmement vigilants sur le sujet. Donc, soyez vigilants, informez, communiquez. Et si vous avez malheureusement quelques connaissances qui, entre guillemets, abusent volontairement de ce système-là, prévenez-les et essayez de les convaincre de ne pas procéder de la sorte. Voilà. Donc, voilà pour le chapitre sur le chômage partiel, extrêmement important. Le deuxième sujet, qui est extrêmement important, j'en ai déjà parlé lors d'un webinaire, bien évidemment, c'est c'est la trésorerie. Alors, attention à plusieurs choses. On va essayer de le prendre dans l'ordre. D'abord, je vous rappelle que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures, qui est notamment, je rappelle quelques règles, ceux qui avaient des prêts ou des crédits ont pu, en faisant la demande auprès de leur banque, geler les mensualités durant 6 mois, en dehors des intérêts qui ont continué d'être prélevés, mais le remboursement du capital a été gelé durant 6 mois et sera décalé dans le temps. Donc, attention, ça veut dire que bientôt, à la rentrée du mois de septembre, les mensualités vont reprendre leur cours naturel, tel qu'il était prévu dans votre échéancier, et il faut pouvoir l'anticiper et le prévoir en termes de trésorerie. Au niveau des charges sociales, fiscales, donc je parle alors pas les acomptes sur l'impôt sur les sociétés, puisque ça c'était au 15 juin de mémoire, je parle de l'URSSAF, la CIPAV, toutes ces charges que vous connaissez, bien évidemment, ces charges vont reprendre, elles seront rééchelonnées dans les mois qui viennent, mais on va retrouver évidemment des montants beaucoup plus importants qu'il va falloir anticiper également par rapport à la trésorerie de votre entreprise. Le troisième sujet, c'est un peu plus spécifique, un peu plus limité. Vous saviez, on avait parlé du gel des loyers. Bon, là, il y a eu différents dispositifs. Un certain nombre de bailleurs, je parle des grands bailleurs,
ont parfois donc gelé le loyer et préconisé de mettre un report qui sera échelonné sur une période à définir au mois de septembre. Bon, il y a ceux qui ont purement et simplement annulé les quelques mensualités, une ou plusieurs mensualités. Ils sont peu, mais là, je dirais qu'il n'y a pas d'impact, mais il y aura une reprise également à la rentrée. Donc, vous voyez que quand on regarde tous ces dispositifs-là, l'impact au niveau de la trésorerie va être extrêmement important sur le dernier quadrimestre et puis bien évidemment sur la suite de l'année prochaine, c'est-à-dire sur le premier semestre. Il faut rajouter à cela tous ceux qui ont pu bénéficier d'un prêt garanti par l'État, le fameux PGE, qui représente parfois des sommes importantes pour ceux qui ont pu l'obtenir. Je rappelle quand même le dispositif, c'est que vous avez donc un prêt gratuit, il coûte seulement 0,25%, sur lequel vous ne remboursez rien pendant une période d'1 an. Bon. Et 3 mois avant l'échéance, donc si vous avez touché votre prêt, par exemple, en mai 2020, il faudra qu'en février 2021, vous fassiez un choix en tant que dirigeant, soit de rembourser totalement ce prêt PGE, soit de le rembourser partiellement et de rééchelonner la dette moyennant des intérêts liés aux conditions de marché sur une période pouvant aller de 2 à 5 ans, ce qui fera 6 ans au total avec l'année dont vous aurez vécu. Mais attention aussi, c'est par définition de la dette. Cette dette, il va falloir la rembourser. Et à partir du moment où vous allez devoir la rembourser, il va falloir l'anticiper et la prévoir sur votre trésorerie. Quand je vous dis tout ça, vous rajoutez à ça le chômage partiel, le gel. On a des entreprises, dans beaucoup de cas, sur les TPE-PME, qui ont été qui sont et qui vont l'être encore durant les mois d'été extrêmement soutenus financièrement. Ça veut vouloir dire que votre trésorerie peut avoir augmenté paradoxalement durant cette période, mais à l'inverse, il va falloir reprendre tous les remboursements à compter de septembre et là, ça va aller très vite dans l'autre sens. Donc, d'où l'importance d'avoir un prévisionnel de trésorerie géré quasiment à la semaine, pour ne pas dire au jour le jour. Je rappelle le prévisionnel de trésorerie, vous prenez ce que vous avez sur vos comptes bancaires, vous regardez l'ensemble des créances qui vous sont dues par vos clients. Voilà, donc là, ça dépend vraiment du domaine d'activité dans lequel vous êtes. Vous regardez l'ensemble des charges que vous allez devoir payer, vous le mettez sur un prévisionnel à 6 mois et idéalement à 12 mois, et vous regardez l'impact de la trésorerie. C'est-à-dire vous prévoyez vos entrées de chiffre d'affaires TTC, vous enlevez vos charges fixes mensuelles, votre masse salariale quand vous payez, bien évidemment, les charges, la TVA, votre loyer, l'électricité, le téléphone, enfin l'ensemble des charges de matières premières si vous êtes dans la production de produits. Voilà. Et vous regardez comment évolue votre trésorerie pour savoir si vous allez aller dans le rouge et pour vous permettre surtout de prendre la bonne décision si vous avez souscrit un prêt PGE pour savoir si vous allez être en capacité de le rembourser intégralement, partiellement, ou de rééchelonner cette dette-là sur une durée, mais en prévoyant quand même son remboursement tous les mois. Bon, voilà, j'ai essayé d'être très précis, mais c'est vraiment, j'insiste bien, le nerf de la guerre, je l'ai déjà dit des dizaines de fois, c'est la trésorerie. Le troisième point de vigilance pour votre trésorerie, je vous le rappelle, c'est la gestion de vos clients. Alors là, je vais rajouter une petite chose qui est très importante par rapport à ce qui avait été dit durant la période de confinement. D'abord, être très vigilant sur le recouvrement de vos créances. Très important, pareil, de ne pas laisser s'allonger les délais de paiement. Je sais que c'est compliqué parce que beaucoup d'entreprises, finalement, aujourd'hui, ont tendance à retarder les paiements, mais soyez très assidus sur le recouvrement. Faites-le de manière régulière, idéalement par une seule et même personne. Notez sur la veille, j'ai relancé à telle date, je dois rappeler d'ici une semaine. Renvoyez le RIB pour faire des paiements par virement bancaire. Quand vous recevez les chèques, vous les encaissez tout de suite, immédiatement, et vous l'imputez évidemment au niveau de votre logiciel comptable, mais ne laissez pas filer votre trésorerie parce que le nouveau risque que vous allez avoir et qui va s'accentuer dans les mois qui viennent, c'est évidemment le risque de faillite d'un certain nombre de vos clients. Si vous êtes amené à travailler avec des clients, des TPE, des PME qui sont fragiles financièrement, qui ont été et qui le seront encore plus demain,
Le principal risque, c'est d'avoir un impayé, d'accord? Donc de l'argent que vous n'allez pas recevoir, qui va donc par définition accentuer, diminuer votre bénéfice si vous êtes en bénéfice ou accentuer vos pertes et qui elle-même risque de vous précipiter et de vous mettre au tapis. Donc pour ça, il faut être extrêmement vigilant. Tout dirigeant doit suivre comme le lait sur le feu sa trésorerie et le recouvrement de ses créances. C'est indispensable. Et si vous avez des clients qui ont des difficultés financières, essayez d'étaler, négociez au cas par cas, appelez-le, faites-lui faire 3 chèques, 4 chèques, étalez, mais tout ce que vous pouvez récupérer, c'est du plus au niveau de votre entreprise. Voilà, ça j'attire votre vigilance là-dessus. J'avais un autre point qui me semblait très important également, un petit flashback que j'aimerais vous donner également, c'est attention, j'ai eu plusieurs informations et d'éléments sur la fraude aux dirigeants. Vous savez qu'il y a beaucoup de prêts qui ont été donnés, des prêts PGE, et il y a des petits malins, notamment des spécialistes en la matière, qui sont basés, alors je ne fais pas une généralité, hein, le prenez pas mal, mais notamment j'en connais un, qui est implanté en Israël, qu'on n'arrive pas à voir. Ce sont des experts de la fraude aux dirigeants. Ce sont des systèmes via les réseaux sociaux. Ils s'occupent de tout savoir de votre vie, où vous partez en vacances, à quel moment, ce que vous faites, etc. Ils ont accès souvent aux résultats des entreprises, parfois même aux comptes bancaires, aux informations financières. Ce sont des hackers, ils sont extrêmement malins et ils montent des stratagèmes pour récupérer l'argent de votre entreprise, prétextant de fausses acquisitions d'entreprise, en disant voilà, c'est votre président, je vous appelle, on attend un virement d'aujourd'hui extrêmement important. Il y a énormément de détournements et il faut être extrêmement vigilant par rapport à ça parce que les prêts PGE sont en train d'accélérer ces fraudes-là et il faut être extrêmement vigilant de ce point de vue-là. Alors, le troisième volet que j'aimerais évoquer avec vous, c'est un volet RH évidemment qui est essentiel, ce sont les ressources humaines. Il va falloir gérer juste avant les congés et surtout le retour de congé. Vous savez, vous connaissez mon importance, je suis dans les ressources humaines depuis plus de 20 ans et le sujet le plus important, c'est évidemment le capital humain. On a des équipes qui sont parfois extrêmement fatiguées. Même avec la période de confinement, il y a une espèce de stress qui a été compliqué parce qu'encore une fois, tout le monde n'a pas vécu cette période-là de la même manière. Entre ceux qui étaient seuls dans des petits appartements, enfermés dans les villes, comme Paris par exemple, et pour lequel la période a été extrêmement difficile. Vous avez d'autres familles qui avaient peut-être plus de moyens, plus de mètres carrés, mais qui sont retrouvées à gérer l'école avec des enfants, qui ont dû travailler avec du chômage partiel en parallèle, qui sont fait des horaires de 14 heures par jour, à rallonge, avec beaucoup de stress, beaucoup de fatigue, beaucoup d'épuisement. Finalement, un printemps qu'on n'a quasiment pas vécu, je ne sais pas si ça le fait pour vous, mais moi j'ai l'impression d'être passé directement de l'hiver à l'été. Voilà, on est déjà le 3 juillet et on est déjà reparti sur des chapeaux de roue pour certains. Donc, au niveau de vos collaborateurs, si vous avez 1, 2 collaborateurs ou une équipe un peu plus importante, anticipez. Vous planifiez les vacances. Il faut déstresser tout le monde pour essayer de produire un maximum avant les vacances compte tenu du contexte, parce qu'il faut engranger, rentrer du chiffre et donc gérer la trésorerie. Mais il y a un sujet qu'il va falloir bien préparer, c'est évidemment la reprise. La reprise, j'insiste, il faut lâcher du lest, permettre à tout le monde de baisser la pression, d'essayer de profiter des vacances pour recharger les batteries, voilà, prendre du soleil, emmagasiner de l'énergie positive, et il faut absolument qu'en tant que dirigeant, il faut préparer votre rentrée. Préparer votre rentrée, ça veut dire, je suis assez favorable d'essayer d'organiser un séminaire, un petit séminaire, une demi-journée, une journée au vert, se poser, s'extraire du contexte économique, d'accord, et poser les choses. Voilà, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir faire, par exemple, je ne sais pas, faire un point de situation sur l'année, puisqu'il va rester 4 mois à compter du 1er septembre pour ceux dont l'exercice fiscal, bien évidemment, se termine au 31 décembre. Ça peut être un moyen de fixer les objectifs à 4 mois et de travailler avec vos collaborateurs pour qu'ils aient bien une feuille de route qui soit claire, limpide, avec des étapes. C'est peut-être les rassurer sur la situation de votre entreprise
Et pour celles et ceux qui sont au contraire confrontés à de lourdes difficultés, parce que ça ne reprend pas aussi vite, parce que vous avez perdu un grand nombre de clients, parce que c'est là, eh bien, il va falloir être agile, les amis. Il va falloir se remettre en cause. Il va falloir faire évoluer vos modèles. Il va falloir inventer tout simplement de nouvelles prestations, de nouveaux produits pour capter de nouveaux clients et être en mesure d'aller rechercher le chiffre d'affaires, la rentabilité surtout, nécessaire pour que votre entreprise puisse tenir, résister et soit en situation de rebondir. Donc voilà, on peut traiter des sujets de communication, on peut traiter des sujets tournés autour du client. C'est mettez de la proximité avec vos salariés, mettez de l'agilité dans votre disposition, adaptez l'organisation de votre travail, observez ce qui a bien fonctionné durant la période de confinement et par rapport à maintenant et de voir comment vous pouvez progresser sur ces sujets-là. Mais surtout, soyez malin, soyez pragmatique et soyez agile. C'est ça qui est extrêmement important. Donc voilà un peu mes préconisations. Le dispositif de chômage partiel, la trésorerie avec les différents points qu'on a évoqués tout à l'heure, et bien évidemment la communication, le management de vos équipes, que vous soyez tout seul, deux dans votre entreprise ou plusieurs salariés ou plusieurs dizaines de salariés, le sujet est évidemment extrêmement important. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Il est 14h27. Normalement, mon ami William a fini sa sieste. Il doit être de retour parmi nous. Le voilà. Il est tout beau. Bah, tout à l'heure, tu as parlé des bailleurs et je me suis endormi. C'est ça? Tu t'es endormi? Bon. Je voulais revenir juste sur le fait que, oui, effectivement, la rentrée il faut communiquer auprès de son équipe, de ses équipes. Et même si on est effectivement une très petite entreprise avec un ou deux salariés, ou si on n'a pas les moyens d'organiser un séminaire à Versailles, quelquefois un simple déjeuner à midi suffit pour. C'est un bon moyen en tous les cas d'être hors de l'entreprise, ou même quelquefois dedans, mais hors activité, et de réunir tout le monde pour pouvoir bien communiquer à ce sujet. Question. Alors. Xavier Gileron est en forme aujourd'hui. Xavier, excuse-moi, William, il est en forme tout le temps, 24 heures sur 24. C'est une vraie pile électrique. Voilà, on a eu le plaisir d'avoir notre ami Xavier. C'était la semaine dernière. Oui. Voilà. Comme quoi, il s'en est remis. Hein. Alors, il est très actif. Je vois d'ailleurs, vous êtes nombreux. Tiens, il y a Michel Granet aussi. Vous avez des aides, des liens, donc c'est très bien. Hein. C'est aussi le but de ces webinaires. On le disait avec William, on l'a déjà dit de nombreuses fois. C'est connectez-vous, partagez, échangez, transmettez des informations. C'est ça le but aussi de ce type de webinaire qu'on organise avec Second Souffle. Alors William, les questions. Alors Emmanuel Macron a dit que il fallait se préparer une rentrée dure. Que peut-on déduire pour les entreprises? Une rentrée dure, je pense qu'il y a plusieurs sujets, bien évidemment. Bon, là où elle va être dure, c'est sur un plan purement économique. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit là depuis quelques minutes, mais un grand nombre d'entreprises, quand il y a une forte tempête telle qu'on vient de traverser, je vais reprendre mon exemple de la crise de 2008. Vous prenez un arbre, quand ce dernier est fragile, quand il est creux, quand il est rongé de l'intérieur, quand il y a des vents de 40 km/h, il résiste et il tient. Le jour où vous avez une tempête avec des vents à 120 ou 140 km/h en rafale, qu'est-ce qui se passe? Il cède et il tombe au sol. Eh bien, notre économie, c'est exactement la même chose, les amis. Je sais que parmi vous, il y a beaucoup d'entreprises qui, avant la Covid, étaient déjà fragiles financièrement pour différentes raisons, liées à un contexte économique, liées à des problèmes de gestion, liées à une sous-capitalisation de votre entreprise, liées à la perte d'un gros contrat, liées à la faillite, liées au départ d'un actionnaire, peu importe les raisons. Ce que je veux dire par là, c'est que toutes celles et ceux qui étaient déjà fragiles avant la Covid, bien évidemment après, ça va être extrêmement compliqué. Et c'est la raison pour laquelle, quand on est frappé par des crises comme on a connu en 2008, et comme on connaît maintenant en 2020, vous avez des dizaines de milliers de faillites qui arrivent et donc derrière qui génèrent des dizaines et parfois des centaines de milliers de suppressions d'emplois. C'est pour ça que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures, mais bien évidemment,
on n'empêchera pas les faillites d'entreprise et on n'empêchera pas les licenciements parce que quand vous ne pouvez plus payer, vous ne pouvez plus payer. Voilà. Moi, j'ai été confronté à cette crise de 2008, je l'ai vécue, j'en ai payé un lourd tribut. Je connais les forces et les faiblesses de notre système. On n'avait pas tous les dispositifs à l'époque, mais c'est clair que c'est ce que veut dire Emmanuel Macron, c'est qu'il commence à préparer les esprits à avoir beaucoup de faillites et beaucoup de licenciements. Bon, je rappelle quand même qu'on a eu 850 000 chômeurs au mois d'avril. C'est remonté un peu parce qu'il y a les effets saisonniers liés à la restauration, donc il va y avoir des flux et des mouvements extrêmement importants. Mais le chômage de masse et de fond liés au secteur de l'aéronautique, des services, de l'événementiel, tous ces secteurs, tous ces grands groupes qui sont très impactés par la crise économique, il ne faut pas voir que les belles images comme EADS, Airbus, hein. La conséquence qui est plus lourde, ce sont les TPE et les PME qui sont sous-traitants de ces entreprises et qui, elles aussi, vont être fracassées et malheureusement vont subir les conséquences de la crise. Donc ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet qui me semble très important et dont je pense Emmanuel Macron tremble avec son nouveau Premier ministre et tout le gouvernement, c'est une crise sociale. Je mets en lumière évidemment l'année difficile qu'on a vécue avec les Gilets jaunes pendant un an, mais aujourd'hui, il y a une vraie crise de confiance, il y a une vraie fracture sociale qui est bien plus importante que celle évoquée par Jacques Chirac en 1995. Et le risque majeur, il est aussi à ce niveau-là. C'est un risque social, c'est un risque peut-être de révolution, de révolte, parce qu'il y a un phénomène de ras-le-bol, et quand la pression devient trop importante, parfois ça devient un peu incontrôlable. Donc, il faut qu'on reste prudent. Je pense que les solutions, elles viendront des citoyens, elles viendront de nous, de nos initiatives. Elles ont été très nombreuses. Je rappelle que Second Souffle, par exemple, cette association fantastique, s'est créée après la crise de 2008 parce qu'il y avait des dizaines de milliers d'entrepreneurs qui se sont retrouvés du jour au lendemain sans revenus, sans chômage, perte de leur entreprise, perte des salariés, parfois le divorce, parfois la dépression. Et d'une crise, eh bien aujourd'hui, vous avez une magnifique association avec des centaines de bénévoles implantés sur l'ensemble du territoire et qui accompagnent quotidiennement des entrepreneurs, des hommes et des femmes qui sont frappés, mais qui aujourd'hui ont des personnes bénévoles pour les épauler, pour les aider et pour leur permettre de rebondir. Voilà, c'est ça les initiatives citoyennes qu'on se doit de trouver, pour lesquelles il va falloir innover. Et je suis convaincu qu'une crise telle que nous la traversons aujourd'hui, ce sont des opportunités exceptionnelles aussi dans les semaines et les mois qui viennent. Oui, et j'en profite pour annoncer que Second Souffle est maintenant présent sur l'île de la Réunion. C'est toi qui as pris le poste, William, j'imagine? Non, c'est pas moi. Faut pas oublier non plus quand même que la France a quand même été la plus généreuse, hein, quasiment le pays le plus généreux pour se contrecarrer cette crise quand même. Hein. Oui, alors tu as raison de le souligner. C'est vrai qu'on a été les plus généreux. Emmanuel Macron évoque un chiffre de pas loin de 500 milliards d'euros, 500 milliards. Juste pour information, la dette de la France avant le Covid, avant la Covid, c'était à peu près 2322 milliards. C'est la dette que nous avons accumulée depuis 1975. Voilà. Sous Emmanuel Macron, en 2 mois et demi, c'est 500 milliards d'euros de dette supplémentaire que l'on vient de générer. Et malgré ça, on est l'un des pays les plus impactés par la crise, puisque je le rappelle que le PIB, le produit intérieur brut, est annoncé avec une baisse de plus de 12,5% au titre de l'année 2020. Bien au-delà, on est dans les pires pays. Donc vous voyez bien que ce n'est pas parce qu'on a dépensé, je reprends le terme d'Emmanuel Macron, notre président, sans compter, qu'on est forcément dans une meilleure situation pour rebondir. C'est tout le paradoxe de la France. Et donc, on a la double peine d'avoir la décroissance, l'une des décroissances les plus fortes dans le monde. Et en plus de ça, dans le même temps, on aura surendetté toutes les générations futures avec des conséquences. Écoutez, on verra les prochaines mesures du gouvernement et des futurs gouvernements. Et puis pendant ce temps-là, il y a 50 milliards d'euros qui dorment sur les livrets A. Exactement. Tiens, celle-ci, c'est une question aussi qui Alors, on voit des comportements laxistes vis-à-vis des gestes barrières et précautions. Si jamais nous devons revivre une période de confinement, que deviendra notre économie?
Moi, ça me met hors de moi. Moi. Je vois des trucs à la télé, mais c'est que ce soit pendant les élections municipales, les gens qui étaient super contents, tous enfermés dans des salles et qui applaudissaient, qui s'embrassaient sans aucun masque. Le pire, je crois que c'était encore mardi. C'était mardi ou mercredi, il y avait l'élection du plus beau village de France là. Et c'est un village alsacien qui a gagné, encore une fois, je crois. Et le maire avait organisé sur le village, il avait réuni tout le village, tous les habitants, avec un écran géant, etc. Et puis à l'annonce des résultats, Mais qu'est-ce qu'il faisait là, Bruno? Bruno. Le maire? Pardon. Fou la vache. Et donc tout le monde a sauté le joie à l'annonce des résultats comme quoi ils avaient gagné, et il y avait personne qui avait des masques. Et on était en plus en Alsace, où il ne s'est absolument rien passé. Donc oui, qu'est-ce qu'on fait si il y a une deuxième vague? Bon, ce qui est clair, c'est que moi, ça me choque. J'ai vu, on va pas mettre toute la jeunesse dedans, mais c'est vrai que j'ai vu des comportements de jeunes. Alors, personnellement, sur Paris, hein, j'ai vu les images à la télé. C'est très compliqué parce que quand j'entendais des jeunes nous dire, notamment pendant la journée de la musique, la fête de la musique, dire voilà, il faut bien qu'on vive, etc. Je crois que certaines personnes, malheureusement, ne se rendent pas compte de la situation. On peut s'amuser, on peut passer de bons moments, mais ça n'empêche pas de garder un certain nombre de gestes, un certain nombre de précautions, ne serait-ce que par respect pour des milliers d'entrepreneurs et de salariés qui n'ont plus de boulot depuis 3 mois, qui ont des effondrements complets et qui ne peuvent pas se permettre d'avoir des situations qui perdurent comme ça pendant 6 ou 8 mois. Et donc, ne serait-ce que par respect, moi, ce qui me choque le plus, William, je vais te dire, c'est l'égoïsme. Voilà. Je crois qu'au travers de nos interventions, on essaye de donner un peu de temps. Moi, modestement, j'essaye de donner un petit peu de mon temps à essayer de partager, de donner des conseils parce que j'ai vécu des périodes difficiles et j'essaye d'apporter à ma manière ma forme de solidarité citoyenne, voilà, auprès de vous, auprès de cette communauté. Mais arrêtons d'être égoïstes. Voilà. On est ensemble, on est sur le même bateau et on doit être très vigilant. Pour répondre à la question précisément, je ne peux pas deviner ce que ferait évidemment Emmanuel Macron, le futur gouvernement, en cas de reprise importante, etc. Il y a une chose dont je suis quasiment sûr, vous pouvez l'enregistrer, d'ailleurs notre webinaire est enregistré, je pense qu'on ne refera plus du tout et jamais de confinement intégral tel qu'on l'a vécu pendant 2 mois et demi. Ça, c'est clair. Une opération à 500 milliards d'euros pour 2 mois et demi, notre économie ne pourra pas démultiplier ce type d'opération. Donc, je pense qu'on ira plutôt vers des confinements par cluster, c'est-à-dire qu'on détecte un foyer, on verrouille le foyer, comme le faisait d'ailleurs en Corée, en Chine, en Asie ou même en Allemagne là, récemment. Je pense qu'on fermera plutôt des villages, des quartiers intégrales pour cantonner, pour cloisonner finalement la Covid. Et derrière, ce sera géré de cette manière-là. Comme on aura un peu plus de masques, de blouses et de tests, puisque je vous confirme qu'ils sont là, on arrivera à réguler davantage, à tester davantage et donc finalement à cloisonner les personnes susceptibles d'être malades. Enfin, c'est plus facile de cantonner en Chine. C'est sûr. Ah, c'est du haut niveau, les amis, aujourd'hui. Là, c'est bon. Non, mais j'en avais une autre, mais bon, je pense que la rentrée va être dure, et avec le nouveau ministre, la rentrée va être durex. Ouais. Voilà. Alors, il y a Béatrice d'ailleurs qui dit les jeunes se croient invulnérables. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas s'ils se sentent invulnérables, Béatrice. Ils se sentent peut-être insouciants. Et c'est vrai qu'ils sont peu impactés finalement par ce Covid, hein, parce que ceux qui sont impactés et globalement en bonne santé, ils s'en sortent très bien. On le voit bien d'ailleurs, le taux de mortalité est très, 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 très faible chez les jeunes. Ça a changé, hein. À Miami, en Floride. Oui, mais enfin, en fait, le problème, William, c'est que à Miami, si tu as eu la chance d'y aller, comme moi, j'ai la chance d'y aller, si tu les crois jeunes, les Américains, mais enfin, en fait, ils ont 70 ans. Donc, il faut faire attention. Il faut vraiment s'attacher à la pièce d'identité quand même. Hein. En Floride, il y a les deux, effectivement. Il y a tous les retraités, et puis il y a tous les jeunes aussi qui font la fête. Alors, les aides qui ont existé pour les TPE, s'ils baissent du chiffre d'affaires à plus de 50%, vont-elles continuer? Écoutez, malheureusement, je ne vais pas pouvoir répondre à cette question parce que je n'ai pas été appelé par Emmanuel Macron pour intégrer le nouveau gouvernement, enfin en tout cas pas encore. Donc malheureusement, je suis incapable de vous répondre à cette question. Je n'en sais rien.
Je pense ils vont adapter les dispositifs, évidemment, en fonction de l'évolution de la conjoncture, mais ils s'aperçoivent que tout ça coûte quand même très, 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 très cher et les finances publiques vont être dans un état déplorable. Donc, à mon avis, ça va quand même se limiter, hein. On l'a vu avec le chômage partiel, mais ils vont commencer à freiner parce qu'ils peuvent pas tenir comme ça très longtemps, hein. Voilà. Pour la trésorerie, que faut-il privilégier, prélèvement ou virement avec les clients? Alors, pour la trésorerie, que faut-il privilégier, prélèvement ou virement avec les clients? Si vous voulez, dans un sens, pour vous faire payer, vous, par vos clients, il faut privilégier le virement parce que c'est plus rapide et c'est beaucoup plus fiable. Et je veux être un peu sévère. Si vous voulez, au contraire, vous décaler la trésorerie, je vais vous donner une vieille méthode. Vous payez vos fournisseurs en faisant un chèque et puis vous l'envoyez le vendredi à 17h en tariflant par la poste. Voilà, et vous gagnez 2-3 jours de trésorerie. Bon, je dis ça, mais voilà. Aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir le virement, c'est rapide, c'est fiable. Le chèque, c'est toujours contraignant parce que c'est long, il y a les jours de valeur, faut faire les bordereaux, faut les envoyer, faut que la banque soit ouverte. Moi, aujourd'hui, on a la chance d'être digitalisé, de pouvoir gérer tout ça à distance. Vous pouvez profiter de partir en vacances et de vous faire payer par virement. Mais ce qui est important, ce sont les relances et l'assiduité que vous y mettez derrière pour bien suivre et bien piloter. Si vous ne relancez pas de manière régulière vos clients, les clients attendent avant de payer. Si par contre vous relancez, vous suivez à la semaine, vous verrez que vous aurez des délais de paiement qui seront beaucoup plus rapides. Donc ça demande beaucoup de rigueur et beaucoup d'assiduité. Mais aujourd'hui, il y a plein de logiciels, Bien sûr. quasiment tous les logiciels le font. Il y a même des petits outils gratuits pour les artisans à 5 € par mois, qui permettent de gérer sa petite comptabilité, pour faire ses facturettes, etc., qui gèrent déjà tout ça. Ouais. Il y a une question de notre président, Dimitri. Oui, là, c'est une question auquel tu as déjà répondu plusieurs fois. Il doit pas écouter quand on fait nos webinaires, Dimitri. Bon, Ouais, bon, la crise économique majeure avec un nombre de chômeurs record n'est-elle pas une période propice à la création d'entreprises? La réponse est oui, oui, oui et encore oui. C'est en période de crise qu'on crée les meilleurs projets. C'est en période de crise qu'on peut avoir l'initiative. Vous aurez des salaires moins élevés, vous aurez moins de charges, il y a plus d'opportunités et c'est plus facile de démarrer en bas et de remonter que d'arriver en haut de cycle et de continuer de monter. Par définition, vous avez plus de chances de chuter. Donc la réponse est oui, et j'en suis l'exemple parfait pour avoir créé mon nouveau cabinet Valumen en mars 2020. Donc vous voyez, il y a seulement quelques mois. Et aujourd'hui, voilà, je signe des nouvelles missions. C'est un cabinet qui est spécialisé dans le management de transition. Et oui, c'est plus facile. Voilà, c'est clair. Et on fait moins de bêtises généralement d'ailleurs. Alors, on a parlé d'un fonds en Île-de-France qui s'appelait le fonds Résilience. Oui. Et donc Sandrine réclame si quelqu'un a le lien pour avoir plus d'informations, parce que j'ai pas vu dans le chat si quelqu'un avait répondu, je ne crois pas. Bon, on va demander à Xavier, même s'il est, bon, malheureusement, il habite dans le Nord, mais Xavier va nous trouver, ou si quelqu'un d'autre a la réponse, si vous aviez la gentillesse de mettre le lien, bien sûr. Mettez le lien sur le chat ou dans l'onglet questions. Merci pour Sandrine. Il y a une question de Xavier aussi. Laquelle? Parce qu'il en met plein, il en met plein. Ah, est-ce que c'est la période de crise et propice pour écrire un livre sur la crise? Ah ben oui, évidemment, c'est une période exceptionnelle. Quand vous êtes confiné, vous avez du temps. Eh bien, quand vous avez du temps, il faut écrire un livre. Mais là, je vous réserve une belle surprise, mais j'en parlerai à la rentrée. Voilà. Mais j'ai effectivement peut-être pris ma plume et on aura l'occasion d'en reparler à la rentrée, les amis. Mais oui, c'est une bonne période, effectivement. Tu peux fermer ta question. C'est déjà fait, mais bon. C'est un peu lent, William. Quel soutien prévu pour les indépendants et en lancement d'activités subissant annulation et différents sans être indemnisés dans un contexte qui se tend plus encore? Pour le moment, rien. Rien. Et donc là, vous n'avez pas d'autre solution, hein. C'est ce que j'évoque, il faut être agile. C'est-à-dire, c'est à vous d'adapter votre modèle économique. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous ne trouvez pas la clientèle
et les éléments nécessaires pour générer votre chiffre d'affaires et votre activité, eh bien, il faut se creuser les méninges. Vous avez deux options, vous avez plusieurs options. Vous vous mettez avec un ami, une connaissance, et puis vous avez passé une journée au vert, puis vous brainstormez. Voilà, vous prenez un paperboard, une feuille, un crayon, puis vous échangez, vous partagez des idées. Vous en sortirez 2, 3, 4, 5. Voilà. Il y aura peut-être 4 échecs, mais sur les 5, vous aurez un succès. Et ce succès-là, bah, c'est ce qui vous permettra de faire naître, de développer ou d'accroître. Je répète que quand j'ai subi la crise de 2008, lorsque j'ai mis en redressement judiciaire mon entreprise, j'ai réuni mes collaborateurs et j'ai brainstormé avec tous mes collaborateurs. Alors, on était nombreux, on était encore une cinquantaine à l'époque. Ils se sont mis par petits groupes de 5-6 et j'ai dit voilà, il n'y a plus de chasse de tête, il n'y a plus d'activité de recrutement, mais il faut qu'on vive et il faut qu'on transmette notre savoir et nos compétences et qu'on offre des prestations à nos clients. On a lancé 23 initiatives, 23 projets de prestations, d'accord? C'est 21 échecs et c'est 2 succès. Et ce sont ces 2 succès qui ont permis à l'entreprise de passer le cap, de regagner de l'argent et de valider le plan de continuation. Voilà. Mais retenez bien le chiffre, hein. C'est 21 échecs. Quand je dis échec, on a lancé les initiatives, ça n'a pas marché, on n'a pas fait suffisamment de chiffres. Et il y en a 2 qui ont cartonné. Et c'est ces 2 initiatives qui ont permis de sauver notre entreprise. Et ça a été un travail collectif. Donc, vous pouvez le faire. Si vous avez des collaborateurs, travaillez avec vos collaborateurs, brainstormez, enfermez-vous une demi-journée, passez 4 heures. Il vous faut une feuille, un crayon et des post-it. Et vous notez, vous échangez, vous partagez. Si vous êtes tout seul, eh bien, cherchez autour de vous, dans votre réseau, dans votre écosystème, dans les webinars, là, lancez des initiatives pour vous rapprocher de personnes qui sont peut-être dans la même situation que vous. Et le fait de vous associer, de partager, vous allez pouvoir brainstormer, partager, vous compléter, peut-être avec des qualités différentes et trouver des solutions ensemble. Ensuite, il y a une troisième option, on l'a déjà évoqué, ce sont les associations, d'accord, qui vous permettent, vous avez des associations, le CJD, le BNI, Second Souffle, le Réseau Entreprendre, 60 000 rebonds, vous avez des comités, des centres d'affaires, vous avez les CCI également, qui ont des clubs qui vous permettent de vous réunir. Élargissez votre écosystème, ne restez pas enfermés dans vos problèmes, ne restez pas centrés avec des œillères complètement, c'est ouvrez-vous, allez à la rencontre et provoquez pour aller partager, échanger et un peu comme une éponge, prendre les bonnes idées comme ça. Voilà. Ne restez pas enfermés sur vous-même, encore plus en période de crise. C'est l'inverse. C'est un peu comme sur un plan sentimental. Lorsqu'on se prend un râteau, lorsqu'on est plaqué, comme on le dit vulgairement, eh bien, il faut sortir. Et bien là, en période de crise pour une entreprise, c'est exactement la même chose. Très belle image. Nicolas le jardinier qui parle de râteau. Alors, tiens, une information. Tous les dirigeants de TPE-PME savent-ils que le plafond des marchés publics de gré à gré est passé cette année de 25 à 40 000 euros? Ne pas hésiter à approcher les communautés locales, à commencer par les mairies. Excellente remarque. Excellente remarque. Excellente suggestion, les amis. Alors, les appels d'offres marché public, je connais le sujet parce que durant la période de confinement, j'ai répondu à un très gros appel d'offres, bon, qui est un marché qui était plus important que les 40 000 euros évoqués. Mais je confirme, tout ce qui est inférieur aujourd'hui à 40 000 euros, vous pouvez répondre effectivement sans appel d'offres de marché public ou alors avec des mini appels d'offres qui ont été extrêmement simplifiés. C'est un élément, on l'oublie, mais les mairies, les collectivités territoriales, les chambres de commerce, les entreprises du secteur public, parapublic, vous avez aujourd'hui des plateformes qui recensent l'ensemble de ces appels d'offres. Il ne faut pas y répondre n'importe comment, mais c'est un vrai axe, c'est le secteur public et parapublic. Donc, pour les marchés inférieurs à 40 000 euros, c'est extrêmement simplifié. Vous avez des sites qui sont dédiés, qui référencent tous ces appels d'offres et vous pouvez évidemment regarder et y répondre. Voilà. Et puis pour les appels d'offres qui sont un peu plus impactants, là, ça demande quand même un peu plus de logistique
parce qu'on va vous demander les cabis, les bilans, les RC, les attestations fiscales, sociales, la signature électronique. Bon, c'est quand même une petite machine. Petit conseil, si vous allez sur ce type de marché, ça a une utilité, mais renseignez-vous avant. Ayez quand même les points de contact en interne, parce que, bon, il y a quelques marchés parfois qui sont déjà prédéfinis ou préaffectés. Voilà. Mais par contre, lorsque c'est fait avec méthode, avec assiduité et avec des personnes qui connaissent bien ce système-là, ça peut être une source de revenus, de chiffre d'affaires et d'activité non négligeable, donc à ne pas sous-estimer. Et je rappelle qu'en période de crise, quand le secteur privé est très impacté, ça vaut le coup d'aller vers le secteur public ou parapublic. Et vous savez que la sphère de l'État et la puissance de l'État est quand même extrêmement important sur le sujet. On revient sur les aides là proposées, si baisse de CA supérieure à 50% sur le mois. Elles ont existé en mars-avril. Pouvez-vous me dire si elles ont été proposées en mai et juin? Alors, au mois de mai, je confirme. Notamment, on parle des 1 500 € qui ont permis à beaucoup d'auto-entrepreneurs, patrons de TPE d'en bénéficier. Donc, en mai, oui. Malheureusement, en juin, la réponse est non. Je crois, oui, effectivement. Je crois que ça s'est arrêté, oui. Ça s'est arrêté à fin mai. Voilà. Donc, mai, oui. Juin, non. Alors, on nous parle aussi des banques. Que pensez-vous des banques en ligne comme N26 ou Canto? Alors, les banques en ligne, moi, je les connais principalement, mais j'allais dire d'un point de vue personnel, enfin sur le plan, pas personnel, particulier, excusez-moi, je me suis mal exprimé. Au niveau des banques en ligne, écoutez, Elles font pas de ligne de crédit, hein, ces banques-là. Hein, non, très peu. Et puis de toute façon, il faut quand même privilégier le contact de visu. J'ai beaucoup parlé de ce sujet, de la confiance à établir avec un banquier, mais la relation avec son banquier est très importante. Hein. C'est un peu comme moi et William, si vous voulez. On est, voilà, vous remarquez au travers de nos webinaires maintenant cette proximité, cette connaissance. Et bien évidemment, ça aide à construire et à s'inscrire sur la durée. Mais un banquier, ça ne se gère pas une fois tous les 2 ans. Le jour où vous avez besoin de lui, vous lui demandez une demande de crédit. Pour arriver à obtenir cette demande de crédit, il faut créer ce capital confiance, il faut créer cette confiance, et la confiance, elle doit se gagner. C'est de la transparence, c'est de la transmission d'informations à rythme régulier, transmettre votre bilan chaque année, transmettre des éléments financiers, un prévisionnel de trésorerie, une projection, un business plan, des comptes de résultats par trimestre. C'est prendre le temps d'aller le voir au minimum une fois par trimestre, partager des informations, des éléments sur la croissance, la trésorerie. C'est lorsque vous allez être à découvert parce que c'est pas prévu, vous avez un gros retard de paiement lié à un client, c'est de pas attendre d'être à découvert et que ce soit le banquier qui vous appelle. C'est à vous de l'appeler pour anticiper. Et à partir du moment où vous allez agir de la sorte, vous allez créer une confiance. Et une fois que cette confiance est établie, eh bien, vous aurez plus de facilité pour octroyer des demandes de prêt, de découvert, d'autorisation, de restructuration de capital, etc., etc. Voilà. C'est un élément qui est très important, mais ça se traite pas à la légère. C'est quelque chose qui se traite sur la durée. C'est pour moi un peu comme une perfusion. C'est du goutte à goutte. Ça doit se faire sur la durée. C'est comme si c'était votre meilleur client. Il faut en prendre soin. Exactement. Et vous ne l'appelez pas uniquement pour lui vendre des produits. Non. Vous l'appelez pour prendre des nouvelles de vous-même et de lui. C'est comme ça que ça marche. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on fait le meilleur business. C'est ce qu'on appelle les ressources humaines aussi, les relations humaines. C'est nouer la confiance et le contact. Et je dirais que le business découle naturellement après. Et pas donne-moi du business, je veux te voir pour du business. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ces banques en ligne, elles sont très bien pour les particuliers. Voilà. Moi, j'ai un compte chez N26 depuis le début, je crois depuis 3 ans. Et je m'en sers uniquement parce que pour avoir une carte c'est une Mastercard qui permet de payer à l'étranger sans aucune commission. Quand je vais à l'étranger, je paye avec ma carte N26 et quand je regarde mes relevés, j'ai pas les commissions de currency, d'échange, des frais de change, entre le dollar ou la couronne suédoise ou ce que vous voulez.
Donc ça, pour ça, c'est très bien, mais donc pour en tant que particulier. Alors, j'avais vu une question. Elle est où? Je l'ai perdue. Ah, je l'ai perdue. On va prendre celle-ci. Je suis chef d'une nouvelle start-up spécialisée en investissement et actionnariat en entreprise africaine. Depuis notre rentrée, on a 0 investisseur, à croire que personne ne veut plus entendre ni investir. Avez-vous quelques apports en conseil par rapport aux difficultés sur le terrain? Oui, alors, oui, mais parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, tout le monde, c'est comme j'ai vu ce matin dans la presse, dans les Échos, 45% des transactions en France, non, pardon, il y a une baisse de 45% des transmissions de TPE-PME par rapport à 2019. Ben oui, les amis, mais c'est un peu normal. C'est-à-dire que là, on sort d'une période de 2 mois et demi de confinement, d'une violence extrême. Personne ne sait où en est la situation réelle des entreprises en termes de résultats et de performance. C'est quand même très compliqué. Donc, il faut laisser tout ça se stabiliser un peu. Mais je ne suis pas étonné qu'il y ait un espèce de gel depuis quelques semaines. Je veux dire, il va falloir du temps pour que ça reprenne. Et attendons déjà la rentrée. Reprenez contact petit à petit. Ne rompez pas le lien. Hein, restez toujours en contact. Mais oui, ça va forcément se décaler dans le temps. Hein. Et puis aujourd'hui, n'oubliez pas que toute la puissance financière de la BCE est concentrée sur l'économie, sur les prêts PGE pour soutenir des pans entiers de notre économie. Donc tout ce qu'on donne là, c'est autant qu'on ne donne pas sur le reste pour le moment. C'est-à-dire qu'il y a des niveaux de priorité qui sont, c'est comme les prêts immobiliers aujourd'hui, ils sont plus difficiles. Il est plus difficile aujourd'hui d'obtenir un prêt sans apport avec un financement intégral, même des actes notariés, alors qu'il y a encore un an, c'était très facile. Il y a des taux d'intérêt qui étaient même en dessous de 1% pour les meilleurs dossiers. Bah, aujourd'hui, c'est plus possible. Hein, les taux ont remonté, on finance plus 100%, mais plutôt du 80%. On demande d'avoir des apports et les actes notariés aujourd'hui sont quasiment plus du tout financés. Voilà, donc il y a des ajustements, mais ça, c'est lié au contexte. Allez, une dernière question. Oui, on va répondre à une question qui m'a été posée sur les appels d'offres de marché public. Bah, c'est celle-là que je voulais te mettre. Ah bah vas-y. Bah oui, mais tu as dû recliquer en même temps, ce qui fait que, bon, bah vas-y, réponds. Je peux plus la faire apparaître. Non, Allez, vas-y. non, en fait, c'est toi qui as double-cliqué, mon pauvre William. Tu fatigues. Bon. Alors, le site, ça s'appelle AWS-achat. Donc, c'est un site qui est spécialisé, qui référence l'ensemble des marchés publics et parapublics sur l'ensemble de la France. Donc, c'est très large. C'est AWS-achat. On peut, voilà, pour les marchés publics, vous pouvez utiliser ce site, par exemple. Hein. Je vais l'écrire en même temps. Si tu peux meubler, mon petit William. Bah, j'étais en train de chercher aussi. Bon, bah, très bien. Écoutez, est-ce qu'il y a de nouvelles questions? Je ne crois pas. Non, bah, je pense. Ah, si. Comment pourrait-on renflouer le pays de manière systémique? Selon moi, ces aides sont avant tout des solutions répondant à une logique linéaire. Qu'en pensez-vous? Oui, mais bon, déjà, si vous voulez, pour renflouer le pays, il y a deux aspects. Hein. Bon, ce que je veux dire n'est pas très original. Hein. Quand vous rentrez 1 000 euros par mois et que vous dépensez 1 200 euros tous les mois, bah, la solution, elle est quand même simple. Hein. C'est comme pour toute entreprise. C'est-à-dire que d'abord, vous diminuez vos charges pour les ramener vers les 1 000 euros. Et ensuite, vous retravaillez votre stratégie commerciale pour développer votre croissance et votre chiffre. Bon, une entreprise, c'est pareil. Un foyer, c'est exactement pareil. Voilà, si vous avez un peu de capital, bah, vous allez pomper dans votre capital. Enfin, le jour où vous avez plus de capital, le jour où vous n'avez plus une banque pour vous prêter de l'argent et vous n'êtes plus en capacité de rembourser, bah, vous vous retrouvez à la rue. Donc, au niveau d'un pays, c'est un peu pareil. Le problème de la France, c'est que nos dépenses sont supérieures de plus de 20% par rapport à nos entrées. Donc, on fait du déficit chaque année que l'on cumule depuis maintenant plus de 45 ans. Et donc, la conséquence, elle est là. Donc, tant qu'on n'aura pas
un président de la République et un gouvernement courageux engageant les grandes réformes structurelles pour diminuer de manière drastique le train de vie de l'État et redonner de l'énergie aux entreprises pour aller recréer de la valeur, eh bien, on continuera d'être dans le système dans lequel on est, avec malheureusement des prélèvements obligataires, des prélèvements sociaux, une imposition, une fiscalité qui est chaque année de plus en plus lourde depuis 44 ans. Je rappelle qu'il y a 45 ans, sur la différence entre le salaire brut et le net, c'était 5,5% de charge sur le salaire brut et net. Aujourd'hui, vous êtes en moyenne à 22%. On a multiplié par 4. Est-ce qu'on a plus de sécurité? Est-ce qu'on a une meilleure éducation nationale? Est-ce que notre système de santé aujourd'hui se porte mieux aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 20 ans? Est-ce qu'on a de meilleures autoroutes, un meilleur réseau autoroutier? Je crois qu'on connaît tous la réponse. La réponse est non. Et pourtant, on n'a jamais autant dépensé d'argent et jamais fait autant de déficit. Donc c'est vrai que là-dessus, on a quand même de gros défis à relever. Voilà. Merci Nicolas. On a fini pour aujourd'hui? Oui. C'était l'avant-dernière. Hein. On a fini pour aujourd'hui. C'est notre avant-dernière. Donc on va vous donner avant-dernière de la saison. Hein. De la saison, bien sûr. Hein, on aura le plaisir de vous retrouver avec plein de surprises à la rentrée. En attendant, on vous donne rendez-vous le vendredi 10 juillet. On a quelques petites surprises pour vous. Et la thématique est entreprendre au féminin, contraintes et opportunités. Nous aurons le plaisir d'accueillir Christelle Gimaret, l'ex-présidente de la Fédération des Premières et une femme d'affaires accomplie, sa société EcoClean, et également la chef de communication de la Fédération des Premières, Camille Co. Voilà, Nicolas, tu seras entouré de 2 femmes et moi, je serai entouré de 2 femmes et d'un homme. Voilà, oui, par définition, tu seras pris en sandwich. Mais le plaisir, c'est de se retrouver, bien évidemment, et d'aborder ce thème qui est très important parce que les femmes apportent beaucoup dans le monde de l'entreprise, pas que. Et ce sera un plaisir de partager ce moment avec Christelle et Camille. Voilà, mon cher William. Voilà, et on a des petites surprises aussi pour vous la semaine prochaine, hein, donc soyez là, soyez présents. Sans problème. Et donc je vous invite, donc à la fin de ce webinaire, vous allez basculer sur le site Second Souffle, prêt pour vous inscrire au webinaire de la semaine prochaine. Voilà. Merci à tous. Merci. Merci à toi, mon cher William. C'est toujours un immense plaisir. Merci à vous toutes et à vous tous. Et on vous dit à vendredi prochain, les amis. À vendredi. Bye bye. Bye bye.